Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler prévention et puis addiction. Nous sommes avec Julie Payon. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, présente-nous ton association. Pourquoi t'es venue à Arrive FM? Alors, je travaille dans une association qui s'appelle Association Addiction France, qui a plusieurs missions. Donc, on a une mission d'accompagnement et de soins qu'on exerce dans un XAPA qui s'appelle un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, donc sur Rive-de-Gier. Et on a également un dispositif, donc CJC, consultation jeunes consommateurs, aussi sur Rive-de-Gier, 6 rue Hélène Boucher. Donc voilà, pas très loin de la place de la mairie. Alors pour vous situer un petit peu, c'est au niveau de Blanchet, vous montez la petite côte qui monte derrière et c'est juste en face, c'est ça ? Voilà. Et donc là, on reçoit toutes les personnes qui veulent faire un peu un état des lieux de leur consommation ou en lien avec des pratiques addictives comme l'utilisation d'écran pour un petit peu échanger et voir un petit peu les raisons de cette consommation. Des addictions de plus en plus souvent finalement, on se laisse prendre au jeu. Il y a plusieurs types d'addictions comme le jeu, le cannabis, la cigarette, Internet, l'alcool qui est toujours présent. En ce moment, en nombre de personnes, sans parler de personnes, quelle est l'addiction la première que vous avez dans la vallée ? Alors nous, les personnes qui viennent nous consulter, souvent c'est par rapport à la question de l'alcool. Et puis on a aussi le cannabis. Après, sur notre structure, donc on n'a qu'une demi-journée d'ouverture auprès des jeunes. Le reste, c'est plus auprès des adultes. Et donc, c'est vrai qu'au niveau des jeunes, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. L'alcool, on va un petit peu moins le retrouver. Ça va être plus tabac, cannabis et puis écran. D'accord. C'est gratuit ? Oui, toutes les consultations sont gratuites. C'est bien de le dire, ouais. Oui, elles peuvent être anonymes pour les personnes qui le souhaitent, confidentielles, et pour les personnes mineures, il n'y a pas besoin d'avoir l'autorisation parentale. D'accord. Et il y a des groupes aussi qui se forment pour en parler ? Alors, il peut y avoir des groupes, notamment dans le cadre de la prévention. Donc, c'est aussi pour ça que je venais un petit peu vous rencontrer pour parler du projet de témoignage qui va se déployer sur Rive-de-Gier. Et donc, c'est un dispositif, un groupe qui permettrait à des jeunes de pouvoir un petit peu témoigner de leur expérience pour comprendre un petit peu quelle place a les produits, le comportement dans leur vie et comment ça s'est mis en place. Alors, en partenariat, en plus, avec la Sauvegarde 42, mais aussi la MJC, les centres sociaux, les missions locales et les lycées. Donc oui. Là où on trouve la jeunesse finalement. Vous allez à leur rencontre directement avec les directeurs. Vous avez prévu des choses ou vous attendez qu'ils viennent? Comment ça se passe? Alors dans un premier temps, pour certains, on est déjà en lien sur d'autres projets. Donc voilà, on travaille déjà avec certaines structures. Et puis après, on est en lien avec les professionnels. Donc l'idée, ce serait d'abord que ce soit les professionnels qui puissent en parler, repérer les jeunes qui peuvent être intéressés. Sachant que dans ce projet-là, on n'est pas forcément obligé d'être consommateur pour s'inscrire. On peut aussi souhaiter participer au groupe pour développer certaines compétences, pour valoriser certains savoirs et pas forcément être dans le témoignage. Ça peut être aussi plus dans la création d'un outil qui pourrait recueillir ces témoignages. Donc voilà, on peut venir à différents niveaux. Donc on peut témoigner surtout sur l'alcool, le jeu qui est très présent, on s'en rend pas compte souvent, mais Internet est ultra présent maintenant qu'il n'y a plus de fil, il y a plus que les ondes, on l'a de partout, puis on voit les gens sont sur leur smartphone régulièrement, puis même des fois ils traversent la rue sans regarder. C'est dangereux pour les autres aussi finalement tout ça. La place des écrans, vous voulez dire? La place des écrans, mais Internet, et puis cette addiction qui se crée assidûment, finalement. Alors après, les écrans, c'est relativement nouveau. Donc du coup, forcément, quand c'est nouveau, ça amène plein de questionnements, plein d'angoisse aussi sur l'utilisation. Un décalage parfois de génération entre des jeunes qui sont ultra connectés et des moins jeunes qui parfois trouvent le trop connecté. Revenir à une génération sans écran, ça paraît compliqué quand même.
même aujourd'hui. Sur la question des conséquences que vous évoquiez, tout est une question aussi de limites et de quantité. Comment on peut se fixer les limites, comment aussi la famille peut ouvrir la discussion sur ce thème pour éviter de laisser le jeune seul face à cette utilisation. Il n'y a pas que les jeunes, moi je vois même sur Facebook, les réseaux sociaux sont très addictifs finalement, parce qu'il y a des personnes âgées qui s'enlèvent des fois des réseaux sociaux pendant un certain temps parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont addicts. Est-ce qu'on l'a vu venir ça, cette addiction sur justement les réseaux sociaux? On a mis du temps à s'en apercevoir. Oui, je ne saurais pas bien vous répondre par rapport à la question des personnes âgées que vous évoquez. Après, c'est vrai que pour certains, ça peut combler un vide. Un vide affectif, peut-être. Ouais. Un vide affectif. C'est peut-être le cas de l'addiction en général. C'est pour créer, remplir des vides, peut-être. Oui, complètement. Ou un mal-être. Ça vient un petit peu soutenir, faire béquille dans une situation. Et dans un premier lieu, la personne, elle ne va pas utiliser une addiction pour se faire du mal. Au départ, c'est pour se soulager, pour trouver un réconfort. Et puis c'est petit à petit que le produit va prendre de plus en plus de place et va amener des conséquences. Alors vous êtes soutenu par plusieurs organismes, dites-nous. Oui, alors au niveau de notre structure de soins, on a des financements donc, de l'Agence régionale de santé. Et sur nos actions de prévention, on a également des financements Agence régionale de santé. Et puis en particulier sur le projet témoignage, on est soutenu par la CPAM de la Loire. Alors ce projet témoignage, il s'étend jusqu'où ? Là, je vois que ça arrive de Gier, mais vous allez dans les villages autour aussi ? Alors, pour le coup, il va se déployer sur Rive-de-Gier. Par contre, c'est pas sectorisé. Donc, un jeune qui viendrait d'un autre village qui a envie de... Voilà. Saint-Martin, ces villages qui satellitent autour de Rive-de-Gier, finalement. Oui. Où le chef-lieu est Rive-de-Gier et ils ont aussi le besoin peut-être de parler. Oui, s'ils veulent s'intégrer au projet, c'est complètement possible. Après, c'est juste la question du déplacement parce que ce sera sur Rive-de-Gier, donc il faut qu'il ait la possibilité de venir pendant les groupes sur Rive-de-Gier. Mais après, que ce soit quelqu'un qui vienne du Rhône, de la Loire, de Saint-Étienne, enfin n'importe où, il est le bienvenu. Alors comment vous récoltez ces témoignages par écrit, sur papier? Comment ça va être redonné après? Alors l'idée déjà c'est de les enregistrer, les témoignages, oui. Et puis après de réfléchir avec les jeunes sur le mode de recueil et même de transmission, en fait sur un outil qui pourrait recueillir ces témoignages. Donc après sur vraiment la forme, ce sera à construire avec les jeunes. L'idée c'est de faire quelque chose qui leur parle pour que ce soit un outil après qu'on puisse réutiliser sur des actions de prévention et pourquoi pas avec le groupe qui s'est mobilisé qui puisse lui aussi l'utiliser sur des groupes auprès de structures. Donc voilà, donc vraiment la forme, on ne sait pas trop encore à quoi ça va ressembler. Ça peut être une BD, ça peut être du slam, ça peut être une vidéo, ça peut être un podcast, enfin c'est à déterminer avec le jeune. Donc vous êtes très ouverte finalement et puis vous laissez aussi la passion du jeune s'exprimer. Oui, l'idée c'est vraiment de co-construire ce projet le plus possible avec les jeunes pour faire quelque chose qui soit vraiment, qui réponde vraiment à un besoin vis-à-vis des jeunes. Et qui les mette à l'aise aussi finalement. Oui. On va parler aussi du mois anti-tabac qui commence, tabac, voilà, sans tabac. Il y a un petit moment que ça existe. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe quand quelqu'un vient vous voir et qui va arrêter de fumer. Alors, par rapport au mois sans tabac, vous voulez dire ou non, en général, ouais. Ok. Et ben, déjà, il y a un premier rendez-vous avec le travailleur social. Donc, l'idée, c'est de faire un peu un état des lieux de la consommation et de la situation de manière générale, parce que comme on l'a évoqué, tout à l'heure, si la consommation a une fonction particulière, la retirer, ça peut être compliqué. Donc, il faut comprendre, l'origine de cette consommation. Donc, c'est de la psycho quand même aussi. Savoir trouver les mots et les chercher chez une personne qu'on connaît pas en plus. Ouais, c'est pour ça que du coup, dans un premier temps, il y a un rendez-vous social pour faire un peu l'état des lieux et comprendre qu'est-ce qui se joue. Et en fonction de la situation, il y a une orientation médicale, psychologique ou sociale en fonction de la personne. Et c'est vrai que souvent les personnes, quand elles ont le courage de venir nous solliciter, il y a déjà quelques années de consommation et le travail psychologique est essentiel.
Alors c'est bien de dire qu'on est les bienvenus, qu'il faut pas avoir peur de parler, de venir vous voir, surtout que c'est gratuit. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on vient vous voir et qu'on veut arrêter de fumer? Vous nous prescrivez aussi des patchs ou des choses comme ça, c'est gratuit. Comment ça se passe? Alors au niveau de tout ce qui est substitution nicotinique, donc on a notre collègue médecin qui peut prescrire en effet des patchs avec une prescription, et du coup dans ce cadre-là, en effet il y a une prise en charge. Donc, il remet pas directement le patch, mais c'est une ordonnance. Une ordonnance, voilà, parce que ça coûte énormément cher, ces patchs, encore, quand on veut les acheter sans passer par vous. Hein, c'est au moins 50 € la boîte. Oui, alors ça a évolué, en effet, la prise en charge par rapport à ça. Avant, il y avait un plafond, voilà, il y avait un montant avec un plafond. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ben oui, parce que chacun a des besoins différents et a une addiction différente. D'ailleurs, on n'est pas tous égaux face aux addictions. Non, en effet, la sensibilité va être différente d'une personne à l'autre en fonction de son histoire, de ses forces, de ses fragilités, et puis aussi de l'environnement qui est autour de lui. Tout ça va avoir un impact aussi sur la consommation et l'attirance, j'ai envie de dire, vis-à-vis d'un produit ou d'un comportement. Alors, une fois qu'on vous a vu, les rendez-vous se passent comment? C'est tous les mois, tous les 3 mois, pour faire le point après, une fois qu'on a déjà essayé? Alors, c'est à déterminer avec les professionnels qui vous rencontrent. L'idée, c'est vraiment de voir en fonction de la situation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas tous égaux. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'un accompagnement un peu renforcé avec des rendez-vous rapprochés, et puis d'autres où les rendez-vous peuvent être un petit peu plus espacés. Donc, on individualise l'accompagnement à la situation. Est-ce qu'il y a des addictions qui sont anciennes, c'est-à-dire que les parents donnent, parce qu'on se dit si je fume, mon enfant va fumer, si je bois, peut-être que mon enfant va boire. Est-ce qu'il y a aussi un passif là-dessus? Ouais, alors il y a pas de règle particulière parce que il y a plein d'enfants de consommateurs qui ne sont pas forcément consommateurs. Après, c'est vrai que le fait de voir certains produits dès le plus jeune âge, ça peut parfois un peu banaliser et du coup amener voilà un comportement, une reproduction vis-à-vis des consommations. Donc oui, on constate quand même que les personnes qui viennent nous voir, la question des produits est pas toujours dans l'entourage, mais elle peut y être, oui. Qu'est-ce que vous pensez du CBD qui est en vente maintenant libre dans les bureaux tabac? Quel regard vous avez là-dessus? Alors là, il faudrait que ce soit plutôt mon collègue médecin qui puisse vous donner des informations à ce sujet. En tout cas, le CBD, du coup, c'est une molécule du cannabis qui n'est pas psychotrope, donc qui va permettre de détendre sans amener trop d'effets secondaires, psychologiques. Après, ça se questionne beaucoup parce que aujourd'hui, c'est un produit qui est autorisé en France, mais au niveau du test de dépistage, il s'avère qu'il est positif. Donc ça veut dire que si on conduit... C'est bien de le dire parce que la plupart des gens pensent qu'ils ne sont pas positifs au cannabis alors qu'ils le sont. Donc attention les jeunes, vous êtes positifs si vous fumez du CBD. Voilà, si on conduit et qu'on est dépisté, il peut y avoir en effet... alors bon, ça dépend de la fréquence, de la quantité, enfin c'est toujours un petit peu pareil, mais il peut y avoir des traces et ça peut avoir un impact sur le permis de conduire. Alors on va reparler quand même de ce que vous faites en ce moment. Donc cette affiche qu'on peut voir un petit peu à Rive-de-Gier, elle a été distribuée un peu de partout, surtout certainement dans les écoles et les endroits où il y a la jeunesse. Vous en êtes où là, à l'heure actuelle? Alors là on est dans la phase de communication. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire connaître le projet, voir si des jeunes peuvent s'y inscrire, voir s'il y a des structures qui souhaitent porter un petit peu plus le projet avec leurs jeunes. Et puis, en fonction de ça, en début 2022, l'idée, ce serait de commencer les groupes. Donc voilà, au sein d'une structure, sans doute, pour pouvoir accueillir un petit peu tous les jeunes de tout horizon, quelle que soit leur addiction, leur lieu de vie, là où ils ont eu connaissance de ce projet. Enfin, vraiment, on est ouvert à... Alors moi, je vous ai rencontré à la Sauvegarde 42. Vous avez déjà discuté avec les jeunes. Comment ils perçoivent ça ?
Déjà, ils ont participé à l'affiche, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, l'affiche a été réalisée par une jeune de la sauvegarde. Alors, comment ils le perçoivent? Ils sont enthousiastes sur ce projet ou ils ont honte, ils ont peur, ils sont timides? C'est un petit peu mitigé. En fait, pour des personnes qui n'ont pas d'activité, ça peut leur permettre d'avoir une activité. Et donc, du coup, ils sont plutôt enthousiastes de se dire, ben voilà, on va pouvoir faire quelque chose avec la création d'un outil qui peut être du coup un moyen de valoriser un petit peu certains jeunes. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus réticents. La question de l'engagement, ça peut être compliqué. Et puis aussi, il y a peut-être une peur de parler de ce problème. Peut-être, voilà, on a beaucoup... quand on intervient en action de prévention, on nous dit souvent « Ah, vous allez encore nous dire que ». Et ben là, on voudrait que ce soit les jeunes qui nous disent que, mais il y a toute cette représentation autour de la prévention qui fait que ils peuvent avoir l'impression que ça va être encore un truc un peu chiant et du coup difficile de pouvoir donner toute la place aux jeunes, alors que on veut vraiment leur donner là dans ce projet-là toute la place. Vous pensez que les médias devraient appuyer et sensibiliser un peu plus, comme une publicité ou des choses comme ça, au niveau national, hein, je parle, sur ces sujets sensibles? Au niveau médiatique, alors c'est vrai que c'est très ciblé souvent, la question de la sécurité routière. On a eu quelques fois des campagnes plutôt de présentation des CJC, mais c'était assez peu. Pour le coup, ça, je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir faire connaître qu'il existe des structures pour les jeunes et que ce soit des structures ouvertes et essayer de faire tomber un petit peu les peurs, les représentations vis-à-vis de ces structures. Donc ça, pour le coup, oui. Après, la prévention, parfois, c'est complexe et la prévention par la peur, on sait que ça a ses limites et des fois, c'est assez limite en tout cas et parfois c'est celle-là qui est utilisée, ça marque sur le coup, mais à long terme qu'est-ce que ça fait, on peut se poser la question. Donc voilà, faire de la campagne de prévention médiatique, je pense que ça a ses limites et du coup derrière il faut pouvoir aussi proposer vraiment des projets autour notamment des compétences psychosociales pour permettre à des jeunes de développer ces compétences et de pouvoir faire après leur propre choix de santé. Alors déjà, il faut être volontaire, il faut vouloir venir vous voir et avoir envie d'arrêter par exemple la cigarette. Donc c'est un premier pas déjà dans sa tête qu'il faut faire. Oui, alors quand on fait une démarche de soins, oui, c'est un premier pas dans sa tête. Pour le projet, on va dire témoignage, comme c'est à tout niveau de consommation, les personnes qui voient que du positif à la consommation peuvent venir témoigner aussi, parce que du coup, ça a sa place de voir pourquoi c'est aussi intéressant dans la situation du jeune et que dans d'autres situations, ça peut amener d'autres complexités. Donc voilà. On est un des premiers pays qui consomme du cannabis. Le cannabis est toujours interdit en France. Vous pensez pas que l'interdiction nous incite à passer le pas justement, comme au temps de la prohibition aux États-Unis, il y avait des bars qui s'ouvraient clandestins, on se sentait un peu punk ou un peu anarchiste quand on fait ça. Est-ce que l'interdiction n'a pas un effet néfaste finalement aussi sur ce fait-là? Alors, je ne sais pas si c'est l'interdiction ou si c'est l'incohérence entre ce que dit la loi et ce qui est pratiqué dans les faits, parce que aujourd'hui, la consommation de cannabis, est soumise aux mêmes réglementations que la consommation de cocaïne, héroïne ou d'autres choses. Enfin, c'est un produit qui est considéré illicitement, mais en soi, dans les répercussions judiciaires, c'est très différent. Donc forcément, quand il y a un flou un petit peu, les personnes s'y embrèchent dedans. Donc en tout cas, la réponse, elle est pas cohérente. Et donc,
du coup, ça amène en effet de peut-être plus facilement passer le pas. Voilà. Mais après, sur cette question d'illégalité, ça amène plein d'autres choses. C'est quand on est jeune, on aime bien faire ce qui est illégal, en fait. C'est ce que je me dis. Et que finalement, si le cannabis était comme en Hollande, par exemple, pris en charge par l'État et bien géré, finalement, un gamin n'y a pas accès. Alors que là, dans tous les coins de la rue, on peut trouver du cannabis quelque part. Donc même un gamin de 16 ans peut s'en procurer. C'est avoir la maîtrise peut-être de cette drogue comme le tabac, où justement l'État a sa maîtrise, quoi qu'il la perd petit à petit en augmentant aussi. Et on voit de plus en plus de fausses cigarettes qui circulent. Hein, aussi, c'est aussi un fléau parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces cigarettes aussi. Donc on parle du mois sans tabac, mais les cigarettes qui viennent de je ne sais où, fabriquées peut-être par des gens, et je crois qu'il y a eu des cigarettes qui ont été testées où il y avait de la crotte de rat ou des choses très... Le contrôle, il est différent parce que du fait que le tabac est un produit légal et contrôlé par l'État, du coup, il y a un contrôle quand même des produits, même s'il y a jusqu'à 4000 substances différentes. Il y a quand même ce contrôle qui est fait. Alors que quand on a d'autres produits, tout comme les produits, tout comme les produits illégaux, où finalement une personne qui consomme du shit n'est pas forcément sûre à 100% des compositions. Des composants dedans, ouais. Mais donc... c'est vrai que ce que vous évoquez qui est intéressant, c'est sur la question du coup de la prise en charge. Quand c'est illégal, quelle prise en charge on peut y faire? Parce que du fait que c'est interdit, du coup, certaines personnes peuvent y mettre du côté du pénal, on va dire, alors que derrière, il y a quand même pas souvent une souffrance et parfois un appel à l'aide. Donc, Mais toutes les addictions sont une souffrance ancienne finalement. Quelque part, une trace qui manque? Alors, ça vient, comme je disais tout à l'heure... c'est très lié à l'affectif, j'ai l'impression, non? Ouais, alors j'ai des collègues qui disent que l'addiction, c'est quand le lien du coup à l'autre est un petit peu mis en difficulté. C'est vrai que on est tous dépendants du verbe naître, dépendants à notre famille. Si on nous donne pas à manger, dans les premiers mois de notre vie, même les premières années, on meurt. Donc ce lien à l'autre, il est important. Et après, comment il se construit, comment l'autre a été à des moments suffisamment fiable ou pas, et donc du coup tout ça va amener des choses plus tard en fonction de ce lien qui a été protecteur ou pas, et donc c'est vrai que le produit, le comportement, lui, ne déçoit pas, contrairement à l'autre. L'autre, il est imprévisible, on peut pas le contrôler. Voilà, on peut pas le contrôler, alors que le produit, on sait à peu près les effets qu'il va nous procurer. Il est toujours là quand on veut. Donc il semble plus fiable. Mais ce lien à l'autre, oui, il est important, et c'est comment refaire confiance parfois en certaines personnes quand on a toute une histoire derrière nous. De trahison, d'insécurité. Alors on a des professionnels qui sont avec vous en plus pour ça, donc des médecins qui nous reçoivent. Vous êtes tous un peu calés là-dessus finalement. Pourquoi vous êtes allés dans cette branche, Julie, personnellement? En fait, c'était lié à un stage que j'ai pu faire. Alors, moi, j'ai une formation du coup de conseillère en économie sociale et familiale. Je suis travailleuse sociale, donc depuis longtemps, l'idée c'était de venir auprès des personnes en difficulté. Alors au départ plutôt la question du handicap, et puis la dictologie, c'était pas du tout quelque chose que je connaissais. Donc un peu par hasard, j'ai fait un stage dans ce domaine-là, et du coup j'ai trouvé que c'était intéressant, que l'histoire des personnes, on a envie de pouvoir les soutenir, les aider à pouvoir
prendre de la distance et donc du coup, voilà, je suis arrivée un peu par hasard et finalement j'y suis restée. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, je suis depuis 2014 sur cette association. D'abord dans le Rhône et puis... Ça fait un bon bout de temps, ouais. Vous êtes de la région? Oui. D'accord. On va répéter un petit peu l'adresse pour venir témoigner et prendre contact avec vous. Oui, donc dans le cadre de ce projet, vous pouvez me contacter donc sur mon adresse mail, donc c'est julie.peillon PEI2LON @addiction addictions-france-du-6 france.org ou alors par téléphone au 07 87 85 94 87. Eh ben merci Julie pour votre passage à Rive FM. Et puis on reviendra sur ça à la fin de ces témoignages pour savoir peut-être comment ça s'est passé. Pas parler peut-être de personnes, hein, parce que ça reste privé, mais savoir comment ça s'est passé, comment les rencontres se sont faites, ouais. Et qu'est-ce qu'il en est sorti. Oui, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir interroger les jeunes. Voilà. Merci Julie. Et merci. On retrouve tout de suite la musique sur Rive FM. Bonne journée.